Irak, une véritable imposture, un des plus grands mensonges de l'histoire. Comment, en mars 2003, George W. Bush a justifié l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Irak, en affirmant que Saddam Hussein cachait des armes de destruction massive. On apprendra plus tard que ces armes n'existaient pas. Plus qu'une erreur, une manipulation savamment orchestrée, un mensonge d'État qui lance l'Amérique dans un conflit en Irak. Une guerre qui a coûté quelques 3 000 milliards de dollars et des centaines de milliers de vies. Cette guerre a été vendue aux Américains à coups de mensonges et de mystification. La campagne de propagande pour vendre cette guerre, pour moi, ce fut une véritable imposture. Moi, je n'exclus pas du tout le risque qu'il y ait une manipulation. Ce fut une vaste fraude. Pas une erreur, mais une fraude. 11 septembre. Dans les ruines de New York, l'Amérique jure de vaincre le terrorisme. Mais cette promesse est vite trahie. George Bush change d'ennemi. Oussama Ben Laden est remplacé par Saddam Hussein. Cette volte-face est le fruit d'une formidable manipulation aux conséquences catastrophiques pour le monde. Tout commence moins de 6 heures après l'attaque. Au Pentagone, frappé lui aussi, le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, parcourt les décombres. Et il donne ses instructions. Stephen Cambonnet, un de ses conseillers, prend des notes. Les propos de Rumsfeld sont explicites. Au soir de cette journée tragique, le président Bush s'adresse à l'Amérique et au monde. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them. Cette précision essentielle a été inspirée par un homme clé de cette aventure, Richard Perle. Dans l'après-midi du 11 septembre, le conseiller au Pentagone téléphone au rédacteur des discours du président. J'étais au téléphone avec David Frum et j'ai dit à David, quoi que dise le président, il doit annoncer que nous considérons comme directement responsables les États qui abritent des terroristes. Une rupture stratégique avec la politique plus modeste des prédécesseurs de Bush. Les néoconservateurs. Ils ont des liens avec le monde du pétrole, avec les industries de la défense, des idéologues champions de l'hégémonie américaine dans le monde. Saddam Hussein, provocateur imprévisible, et leur bête noire. Le soir du 11 septembre, le président a dit « Et si on s'en prenait à l'Irak ?» Quelqu'un a répondu « Ce serait contre la loi internationale. » Et le président a dit « Je m'en fous, on va botter des culs. » 2 jours après les attaques contre les tours de New York et contre le Pentagone, lors d'une réunion à Camp David, M. Paul Wolfowitz a dit au président « L'Irak et Saddam Hussein, voilà le vrai problème. » Il aura donc fallu seulement 48 heures aux néoconservateurs pour avoir gain de cause. Changer le régime de Bagdad, soumettre l'Irak, un objectif plus simple que détruire la nébuleuse terroriste. Le 19 septembre, les partisans de l'élimination de Saddam Hussein se réunissent au ministère de la Défense, le Pentagone. Ils ont commencé par poser une question. Combien de temps encore pouvons-nous contenir Saddam Hussein? Et leur réponse a été plus très longtemps. Un Irakien participe à ce premier conseil de guerre, Ahmad Chalabi, ennemi juré de Saddam Hussein. Chalabi vit en exil depuis des années et il va jouer un rôle majeur dans cette histoire. Au lendemain de la réunion secrète du Pentagone, le président Bush monte à la tribune du Congrès. Le moment est historique.
La nation est soudée par le patriotisme. Bush désigne les coupables. Oussama Ben Laden, Al-Qaïda, les talibans qui règnent en Afghanistan. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. Pas un mot sur l'Irak. Mais il avertit. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. Tony Blair, le premier ministre britannique, invité d'honneur, applaudit. C'est le signe d'une alliance indéfectible entre Washington et Londres. Rapidement, les talibans sont chassés de Kaboul, Al-Qaïda dispersé. Oussama Ben Laden disparaît. À Washington, Bush semble pressé de passer à une autre guerre. I stand by those words. Afghanistan is still just the beginning. If anybody harbors a terrorist, they're a terrorist. If they fund a terrorist, they're a terrorist. If they house terrorists, they're terrorists. I mean, I can't make it any more clearly to other nations around the world. If they develop weapons of mass destruction that will be used to terrorize nations, they will be held accountable. À peine le président a-t-il terminé son discours que le secrétaire à la défense Rumsfeld va voir le général Tommy Franks à son état-major de Tampa en Floride. Franks contrôle une zone immense de l'Afrique à l'Asie et il dirige la guerre en Afghanistan. Mais Rumsfeld a autre chose en tête, l'Irak. Il ordonne au général Franks de préparer un plan d'attaque. L'Irak, une cible facile. Faut tout de même contrer les sceptiques. Et pour accréditer les révélations des exilés irakiens, les faucons du Pentagone créent un service parallèle, le Bureau des plans spéciaux. Une initiative de Paul Wolfowitz et Douglas Face. Le Bureau des plans spéciaux? Un véritable monstre. Il a été créé comme une alternative à la CIA. La CIA récolte ces informations d'une multitude de sources. Généralement, ces analystes les contrôlent avant de livrer leurs conclusions aux responsables politiques. Mais le Bureau des plans spéciaux court-circuite ce processus. Du jamais vu dans l'histoire du renseignement américain. Bush, Cheney et Rumsfeld finissent par obtenir les réponses dont ils ont besoin. George Tenet, patron de la CIA, fait taire ses réticences et cautionne ces informations devant le Congrès.